Quand je repense à mon échange, la première image qui me revient, ce n'est pas un monument ni une plage paradisiaque, c'est vraiment cette chaleur humide, celle qui te tombe dessus dès que tu ouvres la porte de l'aéroport alors que c'est que le soir. L'air est humide, les odeurs sont nouvelles, les sons étaient pour l'instant calmes. À ce moment-là, je réalise pas encore que je suis en train de vivre quelque chose qui va me marquer bien plus que prévu. Je suis partie en Indonésie dans le cadre d'un échange universitaire. À la base, c'était un choix assez rationnel. L'envie de partir loin, de découvrir une nouvelle culture, de sortir de ma zone de confort en fait. Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais juste que ça allait être différent, très différent. Et c'est probablement ça qui m'a attiré le plus. Quand on pense à un échange universitaire, on imagine souvent une grande ville européenne. Mais certains étudiants choisissent de partir beaucoup plus loin, parfois à l'autre bout du monde. L'Indonésie par exemple. Un pays composé de milliers d'îles avec une culture, un rythme de vie et un quotidien très différents de ceux que l'on connaît en Europe. Entre choc culturel, découverte et adaptation à une nouvelle manière de vivre, une expérience comme celle-ci peut transformer complètement une vision du monde. Dans cet épisode, nous allons suivre l'expérience de Romane, une étudiante qui a vécu un échange universitaire en Indonésie entre février et juin 2025. Pendant plusieurs mois, elle a découvert un nouveau pays, étudié sur un campus à l'étranger et vécu une immersion totale dans une culture différente. Elle va nous raconter son arrivée, son quotidien là-bas, son expérience à l'université et ce que cette aventure lui a finalement apporté. Romane nous emmène maintenant avec elle à plus de 11 000 km de la France. Le soir, depuis mon appartement au 30e étage, j'entendais souvent des feux d'artifice. Au début, ça m'a surprise. Je comprenais pas pourquoi il y en avait aussi souvent. Puis j'ai compris que le centre commercial juste en bas de mon immeuble organisait presque tous les week-ends des événements. Il y avait des concerts, des spectacles, des stands de nourriture. Et moi, j'observais tout ça depuis en haut, avec une vue sur la ville de Surabaya. Les jours où le ciel était clair, je pouvais même apercevoir la mer au loin. Il y avait quelque chose d'assez irréel dans ces moments-là, comme si j'étais à la fois plongée dans cette ville immense et complètement en dehors, en train de l'observer. Mais ce qui a le plus marqué mon quotidien, ce n'était pas seulement ces soirées animées, c'était surtout les matins, très tôt, parfois même avant que le soleil ne se lève, la ville se remplissait du son des appels à la prière. La première fois que je les ai entendus, j'ai été surprise, même déstabilisée. Parce que ce n'est pas juste un bruit discret, c'est quelque chose qui s'impose, qui traverse toute la ville. Je me suis demandé si j'allais réussir à m'y habituer, si ça n'allait pas devenir fatigant à la longue. Et pourtant, au fil des jours, c'est devenu tout l'inverse en fait. Ce son s'est installé dans mon quotidien, presque comme un repère. Il marquait le début de la journée, il donnait un rythme. Au point que lorsque mes parents sont venus me rendre visite, ils ont été assez surpris, presque choqués par ces appels à la prière, alors que moi, je n'y prêtais déjà plus vraiment attention. C'était devenu normal, presque familier, comme si ça avait toujours fait partie de mon environnement. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je m'étais adaptée, sans même m'en rendre compte. Pourtant, quelques semaines plus tôt, tout était complètement nouveau. Mon arrivée en Indonésie reste un moment assez marquant. Quand on sort de l'avion dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a toujours ce moment un peu étrange où tous les repères disparaissent. L'air est plus chaud, plus humide, les odeurs sont différentes, les sons aussi. Au début, il y a aussi eu une période beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Je connaissais encore personne et du coup je faisais tout toute seule. Je sortais, je découvrais la ville, je testais des endroits, mais toujours en solo. Et même si sur le papier ça pouvait paraître excitant, dans la réalité je me sentais vraiment seule. Il y avait des moments où je me demandais un peu ce que je faisais là, à l'autre bout du monde, sans repère, sans personne proche avec qui partager tout ça. Et puis petit à petit j'ai commencé à rencontrer les autres étudiants internationaux. Au début c'était un peu étrange parce qu'on devenait proche assez vite, presque trop vite. On partageait directement beaucoup de choses, des moments du quotidien, des sorties, des discussions plus personnelles, alors qu'on ne se connaissait pas du tout quelques jours avant. Ça m'a un peu déstabilisée au début, cette proximité avec des inconnus. Mais en même temps, c'est aussi ça qui rend l'expérience si particulière. On est tous dans la même situation, loin de chez nous, un peu perdus au début, donc les liens se créent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément. Et au final, c'est devenu naturel. C'est vraiment attaché les uns aux autres, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en même temps, on sait que pour la plupart, on se reverra probablement jamais.
Ce qui est drôle aussi, c'est que je pensais surtout rencontrer des étudiants internationaux venus du monde entier. Mais au final, je me suis aussi énormément rapprochée de Français. Des personnes venant d'écoles complètement différentes de la mienne, que je n'aurais probablement jamais rencontrées en France. Et pourtant là-bas, on est devenus hyper proches, comme si le fait d'être loin de chez nous rapprochait automatiquement. On avait nos petites habitudes. On allait souvent dans la même boîte, presque comme un rituel, un peu notre point de repère dans la semaine. Et à côté de ça, il y avait des moments beaucoup plus simples, comme les soirées billard. Passer des heures à jouer, à discuter, à rigoler. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai testé des choses que j'aurais jamais faites en France. Par exemple, j'ai essayé le golf pour la première fois là-bas. Ce n'est pas du tout un sport vers lequel je me serais tournée naturellement, mais dans ce contexte, avec eux, c'était une activité comme une autre à essayer. Parce que pourquoi pas? On était dans une dynamique où on disait oui à tout, où on testait sans trop réfléchir, et c'est ça qui rendait l'expérience encore plus riche. Et en Indonésie, l'un des premiers chocs, ce sont les scooters. Ils sont partout, absolument partout. Au début, la circulation paraît presque chaotique, désorganisée. Et puis très vite, on comprend qu'il y a une logique, simplement différente de celle à laquelle on est habitué. Je me souviens très bien de mon premier trajet en scooter. J'étais tellement stressée que je me suis cramponnée à la poignée derrière moi pendant tout le trajet. À la fin, j'avais une crampe dans la main, tellement je l'avais serrée. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'après quelques jours seulement, ce qui me paraissait impressionnant au début est devenu complètement banal, comme si j'avais toujours vécu avec. Et parfois, ce quotidien pouvait aussi devenir un peu absurde. Un jour, je devais me rendre quelque part en ville, et comme souvent, j'ai commandé un Gojek, donc un scooter. C'était l'heure de pointe, donc il n'y avait presque aucun chauffeur disponible, et je commençais à être en retard. Finalement, un conducteur arrive, je ne réfléchis pas trop, je lui dis « Ok, let's go ». Il me tend le casque, je monte derrière lui et on part. Tout semblait normal au début, mais au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai commencé à trouver ça étrange. Il ne prenait pas du tout la direction habituelle. Au lieu d'aller vers le nord de la ville, il partait vers le sud. Je me suis dit que c'était peut-être un autre itinéraire, un raccourci, mais j'ai fini par lui demander au moment d'un feu rouge. Je lui ai montré la destination sur mon téléphone, et là on s'est regardé et on a compris exactement la même chose au même moment. Je n'étais pas avec le bon chauffeur, et lui n'était pas avec la bonne cliente. On s'était tout simplement trompés tous les deux. Heureusement, il l'a pris avec humour, on a rigolé, et il m'a finalement emmené à destination. Sur le moment, c'était un peu stressant, mais avec le recul, c'est le genre de situation qui fait partie des souvenirs qu'on garde. Au-delà de ces moments un peu inattendus, ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les petites choses du quotidien, notamment la nourriture. En Indonésie, on mange souvent dans des petits restaurants locaux, qu'on appelle des warung. Ce sont des endroits assez simples, parfois très modestes, mais où la nourriture est vraiment délicieuse. J'ai redécouvert le tempeh, que je connaissais déjà puisque je mange souvent végétarien, mais là-bas, il est préparé de 1000 façons différentes. Et puis, il y a le soto ayam, une soupe au poulet très parfumée avec du riz, des épices et du citron. C'est un plat simple, mais extrêmement réconfortant. Le genre de plat qui fait du bien sans qu'on sache vraiment pourquoi. Une autre grande partie de mon expérience, c'était évidemment l'université. Le campus de l'ITS à Surabaya est immense, au point qu'on peut s'y déplacer en scooter. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la verdure, les arbres, les espaces verts et aussi les chats. En effet, il y en avait vraiment partout. Comme il y a beaucoup d'animaux errants en Indonésie, ils vivent sur le campus, se promènent entre les bâtiments, viennent chercher de la nourriture ou simplement un peu d'attention. C'est un détail, mais ça rendait l'endroit presque apaisant. Nous étions environ 60 étudiants internationaux, avec des profils très différents. Et même si les étudiants locaux ne viennent pas toujours spontanément vers nous, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger ont été extrêmement gentilles. Il faut souvent faire le premier pas, mais une fois le contact établi, les échanges sont très naturels. Certains cours étaient aussi particulièrement intéressants, notamment un cours de business design, où nous devions créer un objet, puis imaginer toute une stratégie autour. C'était une approche très concrète, qui changeait des simples études de cas théoriques. Au-delà des cours, l'école avait vraiment mis en place tout un programme pour qu'on puisse s'intégrer et découvrir le pays autrement. Au début, on a fait plusieurs sorties à la journée, que ce soit dans la ville ou directement sur le campus, pour apprendre à se connaître entre étudiants internationaux, mais aussi avec les étudiants locaux. C'était une manière assez douce de commencer, de briser la glace petit à petit, tout en découvrant la culture indonésienne. On a notamment visité des anciens quartiers néerlandais, hérités de la période de la colonisation.
C'était assez intéressant de voir ce mélange d'influences entre l'histoire européenne et la culture locale. Parce qu'on découvrait pas seulement un pays dans le présent, mais aussi à travers son histoire. Et pendant tout l'échange, on était accompagnés par des étudiants indonésiens qu'on appelait les buddies. Chaque étudiant international avait le sien. C'était un peu nos repères sur place. On pouvait leur poser des questions, leur demander de l'aide, ou simplement passer du temps avec eux. Et au-delà de l'aspect pratique, ça créait un vrai lien. C'était là dès le début, dans les moments où tout était encore un peu flou, et ça rendait l'adaptation beaucoup plus facile. On a aussi fait des sorties un peu plus marquantes, comme une randonnée au Mont Bromo. Après avoir pris le bus à 22h le soir pour partir de Surabaya et avoir dormi tout le long du trajet, on s'était levé au milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin. Il faisait encore complètement noir, on était tous un peu fatigués, mais aussi excités à l'idée de voir le lever du soleil. On a commencé la montée dans le froid, ce qui est assez surprenant en Indonésie. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de brouillard. Arrivés en haut, on attendait tous en regardant l'horizon, mais on ne voyait absolument rien. Sur le moment, il y a eu un peu de déception, forcément, mais très vite, on s'est mis à en rire, à profiter quand même du moment, parce qu'au final, on était tous là, tous ensemble, au sommet d'un volcan, et rien que ça, c'était déjà assez incroyable. Notre professeur référent, M. Harris, faisait l'ascension à pied pour la première fois. J'avais réussi à le convaincre, il avait toujours pris la Jeep avant. Et le voir essayer, avancer et pouvoir l'encourager, c'était un moment assez simple, mais dont je me souviens encore. Et puis il y a eu ce petit voyage de 2 nuits, près de Yogyakarta. Là, on est complètement sorti du cadre habituel. On a découvert comment on fabrique du chocolat, on a visité des temples, puis un lac artificiel en altitude, mais surtout on a dormi chez les locaux. Et ça, c'était une expérience complètement différente. On entrait vraiment dans le quotidien des gens, dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Le dernier soir, on a fait un petit feu de camp, tous ensemble. Un moment très simple, mais qui résumait assez bien toute l'expérience. Il y avait plusieurs jeux culturels qu'on a pu essayer, comme des échasses en bois, et c'était super drôle à essayer. On était là, posés, à discuter, à rigoler, autour d'un barbecue, sans vraiment réaliser que ces moments étaient en train de devenir des souvenirs importants. On a aussi visité une ferme de lait de chèvre, où ils produisaient à la fois des glaces et des savons. C'était le genre de détail un peu inattendu, et qui rend le tout encore plus marquant. Certains ont pu traire la chèvre, directement. Ce sont des choses qu'on ne vit pas forcément ailleurs, et qui viennent compléter l'expérience de manière assez unique. Au final, toutes ces activités organisées par l'école ont vraiment joué un rôle important. Elles nous ont permis de découvrir le pays différemment, mais aussi de créer des liens beaucoup plus rapidement. Ce n'était pas seulement un échange académique, c'était une immersion complète, à la fois culturelle, humaine et même un peu personnelle. Mais ce qui a vraiment transformé mon expérience, ce sont les rencontres. Le moment où j'ai commencé à me faire des amis indonésiens a été un tournant. Parce qu'à partir de là, je ne découvrais plus seulement un pays, je commençais à le vivre de l'intérieur. Ils m'ont montré des endroits que je n'aurais jamais trouvés seuls, expliqué des habitudes que je ne comprenais pas, et surtout ils m'ont permis de me sentir un peu moins étrangère. Mais l'une des aventures les plus incroyables de mon échange ne s'est pas passée à Surabaya. Elle s'est passée en mer. Avec un ami, on est parti faire une croisière de 3 jours aux îles Komodo. On était environ 30 jeunes sur un grand bateau en bois. Pendant ces 3 jours, on a découvert des paysages incroyables. Des plages roses accompagnées d'une eau turquoise, des récifs coralliens multicolores, habités de toutes sortes de poissons. C'était vraiment l'un de ces moments où on se dit qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi eu des moments beaucoup plus calmes, presque suspendus, où je prenais vraiment le temps de réaliser ce que j'étais en train de vivre. Et notamment pendant la croisière, il y avait ces moments où le bateau avançait lentement, presque silencieusement, comme si le temps s'était un peu arrêté. Il ne se passait pas grand-chose, on n'était pas en train de nager ou d'explorer, on était juste là, au milieu de la mer, entouré d'eau à perte de vue. Et au début, ça peut paraître presque étrange, ce calme, parce qu'on est tellement habitué à être stimulé en permanence, à avoir quelque chose à faire, à regarder, à écouter. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Juste le bruit du bateau, le vent et l'horizon. Du coup, je me retrouvais à faire des choses très simples. Lire quelques pages d'un livre, faire un sudoku, regarder la mer sans vraiment réfléchir. Même juste rester là, allongé, à ne rien faire du tout. Et c'est dans ces moments-là que quelque chose change un peu. On ralentit vraiment, on se pose. Et sans même s'en rendre compte, on commence à réaliser ce qu'on est en train de vivre. Le fait d'être là, à l'autre bout du monde, sur un bateau, avec des gens qu'on ne connaissait pas quelques jours avant, et de se sentir aussi bien. Je me souviens m'être fait la réflexion plusieurs fois,
Un peu comme un moment de lucidité au milieu de tout ça, me dire que j'étais littéralement en train de vivre une parenthèse incroyable, une de ces périodes où tout est simple, où on n'a pas vraiment de responsabilité, où les journées s'enchaînent sans pression et où tout paraît presque facile. Et c'est assez rare en fait, de prendre conscience d'un moment pendant qu'on est en train de le vivre. D'habitude, on s'en rend compte après, avec le recul. Mais là, c'était différent. Je savais à cet instant précis que j'étais en train de vivre quelque chose de précieux. Je crois que c'est ça qui rendait ces moments encore plus forts. Le fait d'être pleinement dedans, pleinement consciente, et de se dire presque en souriant que oui, là maintenant, c'était exactement ça. La belle vie. Enfin bref, le rêve entouré d'autres jeunes qui rêvent aussi. Je me souviens d'un moment en particulier, on était sur le toit du bateau, c'était le soir, donc on commençait à aller à la prochaine île pour le lendemain. On jouait aux cartes avec 2 autres Français rencontrés sur le bateau quand le plus beau coucher de soleil est apparu. Tout le monde discutait autour d'une bintang tout en regardant ce magnifique coucher de soleil. Puis c'était la fin. Cet échange m'a forcé à ralentir, à accepter que tout ne soit pas toujours prévu, organisé, contrôlé. En Indonésie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et finalement, c'est souvent mieux comme ça. On apprend à lâcher prise, à s'adapter, à observer en fait ce qui nous entoure et à réellement vivre l'expérience. Sur le plan personnel, je suis revenue quand même différente, plus ouverte, plus flexible, plus consciente en fait de la chance que j'ai eue de partir. Ça m'a aussi beaucoup appris sur moi-même, sur ma capacité à m'adapter et à créer du lien. À vivre loin de mes repères habituels, ça m'a donné confiance. Aujourd'hui encore, je repense souvent à cette période, aux échanges, aux discussions, aux moments simples qui, sur le moment, paraissent anodins, mais qui laissent une vraie trace, comme cette partie de cartes. L'Indonésie, ce n'était pas juste un pays que j'ai visité, c'est une réelle partie de moi, de ma vie que j'ai vécue là-bas, où je me suis fait de nouveaux amis, français, indonésiens, néerlandais, allemands. C'était une belle part de ma vie. Et je me dis que cette expérience restera probablement l'une des plus marquantes de ma vie. Merci de m'avoir écouté et peut-être qu'à votre tour, vous aurez envie de partir loin pour vivre votre propre échange.